Voilà les cafés. Hop. J'apporte la confiture. Nice, on va être bon. Deuxième tartine and take. On est pas mal. Génial. Salut Yohan. Salut Olivier. Merci d'être venu. Donc là, tu vas nous parler ce matin de GitHub Actions. Oui. Et donc, c'est un produit assez récent donc, qui a été lancé l'année dernière. C'est ça, le 13 novembre dernier. C'est super précis comme date. Et donc, est-ce que tu peux nous dire en deux phrases qu'est-ce que c'est comme produit? Alors, GitHub Actions, c'est un nouveau système de workflow qui est entièrement intégré à GitHub pour pouvoir exécuter une série d'actions, donc des tâches qu'on va vouloir lancer, sur n'importe quel type d'événement qui peut avoir lieu sur un repository GitHub. Ça peut être pousser un commit, bien sûr, ouais. Mais créer une pull request, créer une issue, rajouter un commentaire sur une issue, à peu près n'importe quel événement qui peut avoir lieu sur GitHub. Ok, donc c'est pas juste pour du déploiement quand il y a un push sur une branche. Non. Ça peut être n'importe quoi. Là, tu as parlé d'issue, je fais le chemin dans ma tête. Moi, j'ai un distributeur de croquettes pour mon chat chez moi, pour mon petit chat Catoun. Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que si j'apprends à mon chat à créer une issue où il y a écrit j'ai faim dedans avec un label, ça peut déclencher un workflow qui va déclencher mon distributeur de croquettes connecté. Bien sûr, oui. Oui, tout à fait, tu pourrais faire ça. Okay. La partie la plus compliquée, ce serait pas de définir le workflow, ce serait d'apprendre à ton chat à utiliser GitHub. Ouais, effectivement, c'est pas gagné. D'accord, donc c'est super intéressant ça, que ce soit pas forcément lié à des pushs sur des branches. Non, oui, tu peux vraiment faire à peu près ce que tu veux. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce que je peux définir ça? C'est dans GitHub directement ou c'est un outil à part? Alors, c'est complètement intégré à GitHub. D'ailleurs, si tu veux, je peux te faire une petite démo sur un repo tout neuf que j'ai là. Donc là, c'est un projet React que j'ai créé. Donc, les projets React build par défaut. Donc là, j'ai utilisé Create React App pour générer le projet. Okay. Donc ça build avec du Node.js. Donc pour y aller, je vais juste dans l'onglet Action ici. Effectivement, c'est bien intégré. Voilà. Et on voit que déjà par défaut, il a détecté que j'avais un projet JavaScript et il me propose des workflows qui pourraient être intéressants pour moi parce que j'utilise du coup du Node.js pour builder mon application. Donc on voit que par défaut, il me propose de lancer des tests, faire une intégration continue. On va tout de suite créer un workflow donc en prenant celui par défaut qu'il me propose. Donc on voit que là on arrive dans l'éditeur intégré de workflow. Un workflow c'est quoi? C'est tout simplement un fichier YAML. Donc ici j'ai mon fichier YAML qui va définir mon workflow. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un workflow, dit vulgairement, ça va être un ensemble d'actions, un ensemble de tâches qui vont être définies par des actions. Et ces actions-là qui vont être définies là, donc ça peut être des scripts qu'on définit manuellement, mais si on n'a pas envie de s'embêter, on peut aussi utiliser une série d'actions qui ont été faites déjà par d'autres gens ou par GitHub, justement. On voit ici qu'on a un marketplace à droite, donc on retrouve ici tout un tas d'actions différentes qu'on peut vouloir faire, on peut en rechercher. En plus, je vois qu'il y a les stars des GitHub de chacune des feature actions, donc ça c'est pas mal. Ok, et donc si jamais il y a une feature actions qui est pas dans le marketplace, comment je peux faire? Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'il y a un SDK qui existe, donc si tu trouves pas ton bonheur dans la liste d'actions qui existe, tu peux coder la tienne. Donc il y a un SDK qui permet de faire ça, il me semble que c'est en Node.js, et du coup, tu pourras faire ta propre action et la publier, la rendre disponible pour tous les autres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va committer ce workflow-là, je vais le committer dans une branche pour pouvoir créer une pull request. Donc par défaut, il me propose un nom de branche, on va utiliser le nom par défaut. Voilà, donc ici, il m'ouvre une pull request. Et donc là, je vais créer la pull request, ce qui va déclencher le workflow. Du coup, le workflow, il s'exécute où? Alors, le workflow, par défaut, GitHub propose une série de runners qui sont des environnements, des machines virtuelles, en fait, finalement mises à disposition avec différents types d'OS. Par exemple, là, le workflow par défaut va tourner sur une machine Linux sur du Ubuntu, mais on peut avoir différentes versions de l'OS, on peut avoir différents systèmes d'exploitation. Par exemple, je pourrais lancer mon workflow sur du Windows ou du macOS en même temps. J'imagine que pareil, les environnements ARM, x86, tout ça, c'est géré... Alors voilà, ça gère aussi différentes architectures. On n'est pas limité à du x86 de base, on peut tester sur des plateformes 64 bits, mais aussi des plateformes ARM si par exemple on veut tester des projets Raspberry Pi par exemple. D'accord. Alors l'idée c'est que aussi on n'est pas obligé de se limiter à une seule plateforme. On peut lancer notre workflow en parallèle, utiliser le même workflow pour créer ce qu'on appelle une matrice de build qui va lancer des builds sur différents environnements. Par exemple, pour tester mon projet à la fois sous Linux, macOS et Windows, être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et là, le workflow d'exemple que j'ai sur du Node.js, notamment, il va tester sur 3 versions différentes de Node.js. Et donc là, par exemple, on peut aller voir le résultat.
on peut voir qu'il a lancé 3 builds, donc sur la version 8, la version 10, la version 12 de Node.js, pour être sûr que mon projet compile bien dans différents environnements, surtout si j'ai un outil utilisateur qui va être utilisé, si j'ai un outil utilisateur, je maîtrise pas forcément l'environnement dans lequel, la version de Node.js dans lequel il va être exécuté, donc pour être sûr que ça marche bien chez tout le monde. Et là, si je rentre dans le détail, on peut aller voir dans les détails du build, je peux afficher les logs directement intégrés à GitHub pour voir que si jamais il y a eu un problème, là tout est vert, tout a bien marché, mais si jamais il y a une erreur, je peux aller voir exactement ce qui s'est passé sans quitter GitHub. C'est ça qui est quand même vraiment intéressant aussi, c'est que je reste toujours au même endroit. D'accord, et si j'ai bien compris, en plus je suis pas obligé d'utiliser les runners sur GitHub, je peux avoir les miens qui tournent on-premise. Voilà, alors si jamais tu ne veux pas utiliser l'un des runners qui est fourni de base, tu peux aussi configurer un agent sur une machine qui est à toi, que ce soit une machine virtuelle, une machine locale qui tourne dans ton garage par exemple. Tu configures un agent et tu vas pouvoir choisir l'option self-hosted dans ton workflow pour dire que ton workflow va s'exécuter non pas sur une machine à GitHub mais sur ta machine à toi. D'accord, et vite fait pour finir, c'est gratuit? Comment ça se passe? Alors ça, c'est la meilleure partie, c'est que si ton projet est open source et mis à disposition sur GitHub, c'est entièrement gratuit à utiliser. Et la tranche gratuite est plutôt assez intéressante parce qu'il n'y a vraiment aucune limitation en termes de runner que tu peux utiliser. Tu as vraiment accès à tous les environnements Mac, Windows, Linux. Tu peux lancer 20 builds en parallèle, ce qui est plutôt pas mal, sur des machines qui sont quand même assez puissantes. Pour lancer justement un workflow, tu as accès à une machine qui est dual core avec 7 Go de RAM et des SSD pour faire tourner tes builds. Et un build peut durer au maximum 6 heures. Donc ça laisse de quoi avoir des séries de tests assez conséquentes par exemple. Super, eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci Yann. Eh ben merci Olivier.